Bonjour à tous. Merci Clarisse pour cette introduction. Donc je vais partager effectivement ma présentation si cela fonctionne. Je pense que c'est le cas. Vous me direz si vous voyez mon écran. On voit bien. Je pense que oui. Donc, merci donc pour cette introduction. Donc effectivement, je vais avoir la lourde tâche en une trentaine de minutes d'introduire ce webinaire pour évoquer effectivement un sujet malheureusement d'actualité qui est le changement climatique, ses impacts sur la forêt et surtout les options pour l'adaptation. Qu'est-ce que l'on peut analyser de l'existant? Quelles sont les stratégies à envisager, sachant qu'on est bien sûr dans un monde incertain et qu'il nous faut quand même prendre des décisions, ce qui n'est pas certainement la plus simple chose à faire. Alors, le plan de la présentation est assez classique. Je vais revenir très rapidement sur les données du problème du changement climatique. Je pense qu'il n'y aura rien de nouveau là-dedans pour tous ceux d'entre vous qui suivent ces questions. C'est juste pour qu'on partage une base commune d'analyse. Ensuite, évoquer de manière un peu plus précise comment finalement l'évolution des conditions climatiques et ses traductions en conditions météorologiques influent sur les arbres et les forêts. Et puis surtout, passer du temps sur une analyse, non pas une analyse, on va dire critique, mais plutôt une présentation des différentes options qui s'offrent à nous, des leviers pour l'adaptation, avant de conclure et de donner quelques perspectives, notamment en termes de travail collectif sur ces questions. Alors, les données du problème climatique, bah, vous les connaissez. Si je les résume sur cette diapositive très simple, nous avons affaire à des changements tendanciels, nous avons affaire à des événements extrêmes et une forte variabilité qui s'accroît au niveau saisonnier et interannuel. Changements tendanciels, bah, ce sont bien sûr les évolutions de température, mais on pourrait parler aussi d'évolution du niveau de la mer. J'attire votre attention sur un fait maintenant avéré, c'est que le réchauffement climatique va plus vite en Europe et notamment en France que dans d'autres régions du monde et plus vite que la tendance globale qui est actuellement de 0,1 à 0,2 degrés en plus par décennie. Pour l'Europe et la France, c'est plutôt 0,5 degrés par décennie depuis le début des années 1990. Des événements extrêmes, plus intenses, plus fréquents, illustrés ici par les vagues de chaleur en France, donc avec notamment 2003, que tout le monde a encore en mémoire, la plus intense et en tout cas la plus meurtrière pour les populations humaines, et puis la variabilité saisonnière et interannuelle sur laquelle je vais revenir avec un exemple. Alors, bien sûr, qui dit évolution des conditions climatiques dit accroissement des impacts potentiels, illustré ici par des données que vous pouvez retrouver sur le site de Météo France, Climat HD, où vous avez finalement des statistiques sur un certain nombre de variables climatiques, mais aussi d'impacts. Ici, illustré à gauche de la diapositive, la surface du territoire national touché, en France métropolitaine, touchée par des sécheresses. Dans les années 1960, on était environ à 5% de ce territoire national en moyenne. La moyenne augmente et on approche maintenant des 10%. Bon, la dernière année très sèche, 2022, j'y reviendrai, a été finalement très impactante pour beaucoup d'activités humaines et je pense que c'est une année qui a marqué beaucoup les esprits puisque beaucoup de régions de France se sont retrouvées en alerte par rapport aux ressources en eau disponibles, y compris l'eau du robinet, ce qui n'était pas arrivé à cette échelle depuis très longtemps. Et puis quand on regarde l'humidité des sols, très importante pour la production agricole, mais aussi bien sûr pour les forêts, eh bien, quand on compare la courbe 1961-90 en orange et la courbe moyenne pour les années 90 à 2020, on voit un décrochement vers le bas. Alors, on pourrait considérer que c'est faible, mais c'est relativement constant et c'est en gros de l'ordre à 4 à 5% de baisse de l'humidité moyenne des sols entre ces deux périodes de temps. Donc, des problématiques liées à l'eau, vous n'allez pas le découvrir avec cet exposé, mais effectivement, des périodes de manque d'eau qui risquent d'être plus fréquentes et plus longues. Et puis quelque chose qu'on a peut-être tendance à oublier, en tout cas qu'on avait tendance à oublier quand on parlait de ces problématiques de changement climatique et d'impact, c'est la question des contrastes interannuels que j'illustre ici avec l'humidité des sols dont je viens de parler, des cartes au 1er septembre 2022 à gauche, 2024 à droite. Plus c'est rouge, plus on s'écarte de la moyenne 1991-2020 pour l'humidité des sols, et plus c'est bleu, plus on est en excès d'humidité des sols. Et vous voyez que 2022, la quasi-totalité du territoire métropolitain était en conditions très sèches, voire extrêmement sèches. 2024, au contraire, beaucoup d'eau dans les sols, des précipitations sur l'année 2024, je rappelle, environ 15% en plus en moyenne à l'échelle nationale. Ça ne veut pas dire qu'il a plu partout davantage, notamment ici sur l'arc méditerranéen. Nos concitoyens des Pyrénées-Orientales, notamment, sont toujours en période de sécheresse majeure. Mais vous voyez que à 2 années d'écart, on a des conditions environnementales liées à l'eau dans les sols en particulier, très différentes, donc forcément, nécessairement des impacts sur le vivant et notamment sur les forêts. Et si on se projette sur les décennies à venir,
Bien sûr, tout va dépendre du scénario d'émissions des gaz à effet de serre, mais vous savez comme moi que les tendances actuelles ne sont pas très optimistes. Ça va dépendre de l'horizon temporel et de l'endroit où l'on se situe. Mais il est clair que l'on va vers une augmentation des températures moyennes avec un gradient sud-est-nord-est très marqué, une augmentation des événements de température extrêmes, à la fois en termes d'intensité et de durée, en termes de canicule, de vagues de chaleur, une baisse des jours de froid, ce qui peut avoir un impact important sur la phénologie et la biologie des espèces forestières. Et puis en termes de précipitation, même si c'est quelque chose qui est assez difficile à modéliser, eh bien, on a des projections assez convergentes qui illustrent une augmentation globale des précipitations sur le territoire national dans les décennies à venir, avec un contraste marqué entre l'hiver, davantage de précipitations hivernales et l'été, moins de précipitations estivales, et puis un gradient nord-sud qui va s'accentuer. Et puis, de manière, j'allais dire, corollaire à cette baisse des précipitations estivales et cette hausse de température, une augmentation de la fréquence et de la durée des sécheresses. Tout ça, ça a amené le gouvernement à produire une trajectoire pour les politiques publiques, ce qu'on appelle la TRAC, hein, la trajectoire de référence pour l'adaptation au changement climatique. Et quand on se projette, y compris pour la gestion forestière, eh bien, il faut se placer dans ce schéma qui, vous le savez, anticipe une augmentation des températures en 2100 de plus 4 degrés par rapport à la période de référence. Alors, ça va se traduire, cette évolution des conditions climatiques et donc leur traduction en conditions météorologiques, par des menaces accrues pour les forêts que j'illustre ici avec une cartographie des projections, notamment en 2050 et 2090, du nombre de feux de forêts supérieurs à 20 hectares par département. C'est des travaux qui ont été menés par nos collègues de l'INRAE d'Avignon et que vous pouvez retrouver sur le site de l'Observatoire des forêts françaises, que sera présenté par Antoine Collin tout à l'heure. Un scénario médian, le scénario 4.5 du GIEC, donc qui est la trajectoire actuelle en fait, et vous voyez une augmentation de l'intensité de ces feux, notamment dans des régions a priori jusqu'à présent assez préservées, comme la région centre, qui va devenir un endroit vraisemblablement d'intérêt très fort pour la protection civile et la prévention du risque incendie en forêt. Alors si on regarde maintenant comment ces évolutions de conditions climatiques peuvent impacter les arbres et les forêts, une première mention qui doit être faite, c'est le fait que l'évolution du climat n'est pas une chose nouvelle. Bien sûr, son accélération sous l'influence humaine ne fait plus de doute, mais les arbres, les plantes en général et les arbres en particulier, peuvent accompagner une évolution des conditions climatiques avec une remontée en général lorsque la température moyenne remonte en altitude et en latitude. Et c'est illustré ici par des travaux menés à l'INRAE de Bordeaux par Sylvain Delzon et ses collaborateurs sur le chêne vert, sur la façade atlantique, avec une augmentation de la présence de cette espèce méditerranéenne xérophile dans différentes régions étudiées, hein, les différents sites que vous voyez sur la carte ici, une augmentation des surfaces occupées par le chêne vert, où le chêne vert est présent en tout cas. Alors, bien sûr, derrière ça, il y a aussi vraisemblablement des actions de l'homme, hein, de l'action de gestion forestière, mais quand même une évolution, une remontée de cette espèce vers le nord. Alors on pourrait se dire, la remontée des espèces, bah, ça va s'accompagner de modifications de la flore, et donc la migration naturelle des espèces végétales peut compenser en grande partie l'évolution du climat. Alors, sur cette figure, j'ai emprunté au CNPF, hein, j'ai représenté et représenté plutôt la vitesse du changement climatique actuel. Grosso modo, on considère que plus 1 degré de température moyenne, c'est une remontée vers le nord de la zone climatique de 100 km. Eh bien, si on a 2 degrés par siècle, on a 200 km par siècle, et vous avez en face de ça la comparaison avec la vitesse de migration post-glaciaire pour les arbres, de 15 à 50 km par siècle, et les vitesses de migration actuellement observées. C'est une synthèse de beaucoup de données de la littérature. En gros, 5 km par siècle pour les arbres et 500 mètres par siècle pour les espèces herbacées. Vous voyez qu'on est très loin du compte par rapport à cette vitesse d'évolution du climat. Alors, quand on regarde, et je sais que dans l'assistance, il y a des spécialistes de la question, donc pardonnez-moi d'avance si je fais des résumés, des raccourcis pour tenir dans le timing. Quand on regarde l'impact des extrêmes climatiques sur les arbres, et je prends ici trois cas assez contrastés, que sont l'ennoiement des sols, la sécheresse et les vagues de chaleur, eh bien, les arbres vont montrer des réactions à ces événements extrêmes, avec, notamment dans le cas de l'ennoiement, des altérations du fonctionnement des systèmes racinaires. Alors, ça ne sera pas, bien sûr, le même impact pour tous les arbres, mais on va avoir des altérations du fonctionnement racinaire. Dans le cas de sécheresse ou en cas de sécheresse cumulée avec des vagues de chaleur, une modification du flux de l'eau dans le circuit du xylème et notamment donc une réduction de la capacité de transport de l'eau, ça va se traduire par un brunissement des feuilles et puis en cas de sécheresse extrême, eh bien des phénomènes de cavitation, apparition de bulles d'air dans les vaisseaux conducteurs, pouvant aller jusqu'à la rupture hydraulique
entraînant la mort, en tout cas de certains rameaux, voire la mort de l'arbre. Et puis de manière complémentaire, au niveau de la respiration, au niveau des feuilles, au niveau du fonctionnement des stomates, eh bien, une modification de la diffusion des gaz, notamment donc, du CO2, en cas de sécheresse et de vagues de chaleur, des impacts sur le fonctionnement cellulaire, et ça c'est vrai pour tous les extrêmes climatiques, avec comme bilan global eh bien, une baisse de l'assimilation chlorophyllienne, une modification de la respiration et à terme, si ces conditions stressantes se poursuivent ou s'aggravent, une sous-alimentation en carbone des arbres. Donc, vous voyez finalement deux phénomènes complémentaires qui peuvent se traduire par une très forte altération de la biologie de l'arbre et à terme une mortalité de l'arbre. Pas forcément l'année où se produisent ces événements, mais dans les années suivantes avec un arrière-effet des événements extrêmes. Alors les conséquences sur les forêts, bon, ça c'est une synthèse d'observations qui ont été faites sur le terrain. Ça va être une mortalité accrue des arbres et des plantules. Donc tout de suite on envisage des problèmes de régénération forestière, hein, voire de succès des plantations forestières quand on parle des plantules. Des modifications de la phénologie des arbres avec des impacts possibles sur leur fertilité et puis globalement des performances de croissance réduites. Les conséquences, ça c'est au niveau des arbres. Les conséquences au niveau de la forêt, ça va être des modifications de la distribution des espèces et de la composition des forêts, une perte de biodiversité, une réduction de la résilience des forêts par rapport à différents aléas, je vais y revenir, et puis une assimilation réduite du carbone qui fait que les forêts, et ça a été observé dans certaines des forêts, y compris en forêt métropolitaine, en France métropolitaine, dans le Grand Est, peuvent devenir des sources de CO2 au lieu de fonctionner en termes de puits. Bien sûr, tout ça, ça va être soumis à un grand nombre d'incertitudes sur la résilience des différentes espèces, leur vulnérabilité, et puis aussi le fait qu'on peut avoir quand même, au moins localement, une évolution de la biodiversité sous ces pressions qui peut finalement donner des conditions, bénéficier de conditions plus favorables pour certaines essences et certaines espèces, y compris du couvert herbacé. Donc, des grandes tendances, mais quand même un certain nombre d'incertitudes qu'il faut intégrer dans nos schémas de réflexion. Alors je parle, et c'est l'objectif aujourd'hui, on parle de menaces climatiques, mais en fait les forêts sont exposées, vous le savez, à des menaces multiples qui sont résumées ici sur cette figure empruntée à l'EFI, l'European Forest Institute, avec finalement la pollution atmosphérique, les invasions biologiques, le changement d'usage des terres, qui avec les changements climatiques constituent ce qu'on pourrait appeler les menaces externes sur la forêt, et puis, ce que des collègues appellent des menaces internes, alors certains d'entre vous sont vraisemblablement d'accord avec ce terme de menace, mais en tout cas des pressions internes de la gestion forestière, la conversion, l'exploitation forestière, le choix des essences, et puis la gestion notamment en termes d'arbres de souches, d'extraction des souches, gestion du bois mort, gestion des rémanents, qui ont des impacts sur le fonctionnement forestier et des impacts, bien sûr, sur la biodiversité des forêts. Alors, c'est dommage que je viens de décrire hein, sur cette figure. Eh bien, quand on regarde les statistiques au niveau européen depuis les années 1950 jusqu'en 2020, eh bien, on voit globalement une tendance à l'augmentation des dommages associés à ces différents facteurs de pression. Le plus dommageable, c'est le vent, hein, ce qui représente en gros 46% des dommages recensés, exprimés en millions de mètres cubes par an recensés en Europe, mais aussi des facteurs biotiques comme les scolytes, hein, qui augmentent, bien sûr, y compris chez nous en France et puis d'autres facteurs biotiques, et puis les incendies qui ont tendance globalement à augmenter. Bon, en France, ça avait tendance à se stabiliser, voire à décroître, mais vous savez très bien que 2022 a été une année particulièrement significative sur ce sujet, et donc on a vraisemblablement une augmentation à attendre des incendies de forêt dans les années qui viennent. Alors, au-delà de l'impact de ces différents facteurs de pression pris un par un, il faut bien voir que l'on raisonne vraiment où on se trouve face à des conséquences en cascade ou des risques ou des aléas en tout cas qui se succèdent. C'est illustré ici. Si on repart de cette problématique du continuum sol-plante-atmosphère avec finalement le cycle de l'eau au travers des arbres, si on se situe par exemple dans une phase de sécheresse et canicule de plus en plus importante, pouvant conduire jusqu'à la rupture hydraulique, comme je l'évoquais tout à l'heure pour les arbres, suite à un phénomène de cavitation très, très importante, eh bien, on va se retrouver aussi avec un cumul ou une succession d'aléas. On part d'une forêt saine avec finalement une bonne régulation stomatique, et puis avec la température qui augmente, la sécheresse, eh bien, un dessèchement, une brûlure des feuilles, une modification de la régulation des stomates à la surface des feuilles,
une forêt affaiblie qui devient plus vulnérable à des pathogènes et des ravageurs. Bon, les scolytes, tout le monde en a entendu parler, bien sûr. Une cavitation d'arbres au niveau finalement des vaisseaux, notamment dans la partie terminale des arbres, et donc une descente de cime, et puis des effets sur l'écorce. Et globalement, on obtient à la fin une forêt plutôt en état dépérissant, qui est devenue beaucoup plus vulnérable face aux pathogènes et ravageurs. Et on pourrait rajouter sur ce schéma, ça n'a pas été fait, mais bien sûr, une plus grande vulnérabilité aux incendies. Et ça se traduit sur ces données. Alors la diapo est un petit peu chargée, excusez-moi, mais des observations fin des années 2010 rapportées par le DSF, eh bien d'altération, de dépérissement de plus en plus important sur le territoire attribué à la sécheresse, hein, notamment des rougissements de cime ici. Et si on regarde le bilan sur depuis 2010 dans les documents produits par le département santé des forêts, eh bien et sur le territoire français, alors les spécialistes reconnaissent bien hein, les différentes régions gréco de l'IGN et puis ce découpage schématique de la France hein, en différentes régions que vous retrouvez sur ces petits hexagones de 2010 à 2023. Bon, la couleur parle d'elle-même. Hein, plus quand on est en rouge, c'est que ce sont des situations extrêmement préoccupantes. On voit effectivement que sous l'évolution du réchauffement et les dégâts de gel tardif au printemps sont de plus en plus faibles, voire totalement inexistants dans les dernières années. Que par contre, les sécheresses estivales ont des impacts très forts et 2022, vous la retrouvez ici, des impacts généralisés sur l'ensemble des massifs forestiers français de cette sécheresse, avec des conséquences qui se prolongent en 2023, qui n'a pas été une année particulièrement sèche, mais on retrouve bien sûr ces arrière-effets. Et puis, ça se traduit aussi dans certaines régions de France par des altérations ou une diminution de la réussite des plantations, la plantation étant effectivement l'une des techniques de renouvellement des forêts, qui peut se retrouver mise en échec, en tout cas avoir des très grands échecs de succès de plantation, notamment dans les périodes les plus sèches. Et puis, bien sûr, et je pense peut-être qu'Antoine Collin y reviendra, des observations sur une hausse de mortalité. Vous le savez, hein, de près de 80% entre 2005-2013 et 2013-2020 sur certaines essences, comme le châtaignier, le frêne ou l'épicéa. Et si on cumule cette mortalité qui augmente, hein, vous avez ici le volume de pertes par mortalité, la baisse de la production biologique et la hausse des prélèvements, eh bien, on a une forte baisse du puits de carbone. L'ordre de grandeur, c'est moins 50% entre 2010 et 2020. Je vous rappelle que ce puits de carbone, Clarisse l'évoquait dans son introduction, hein, c'est la contribution des forêts au puits de carbone, qui est essentielle si l'on veut atteindre la neutralité carbone en 2050, en Europe, mais aussi en France, bien sûr. Et donc, on a là, ici, une très forte préoccupation sur l'impact du changement climatique sur l'atténuation, mais on ne peut pas avancer sur les questions d'atténuation sans penser à l'adaptation et réciproquement. Donc, les deux étant liés, on doit travailler avec ceci en tête. Alors, si je viens maintenant à ces options et ces leviers pour l'adaptation, je dirais, en étant très schématique et peut-être un peu provocateur, qu'on a des options qui sont différentes, parfois même antagonistes, en tout cas ressenties comme telles, avec d'une part une possibilité qui serait de faire confiance aux capacités d'adaptation des espèces et des peuplements. Et on va trouver dans ces dimensions-là des processus ou des propositions de libre évolution, de rewilding des paysages, on parle de naturalité des forêts. Donc laisser les systèmes évoluer et s'adapter en misant sur la résilience des systèmes vivants et des écosystèmes. Et en face de cela, alors je dis en face, là encore c'est un peu provocateur, mais une autre option, ça serait plus correct de parler de cette façon-là, serait de favoriser les interventions humaines en termes de pratiques sylvicoles, en termes de renouvellement des forêts, de plantation. Et donc, sans anticiper sur les conclusions, la vision que j'essaye de porter dans cette présentation, c'est de dire qu'il faut trouver ou prendre ce qu'il y a de bon et d'intéressant dans les différentes options et se garder de toute position manichéenne qui serait contre-productive à terme. Alors sur la libre évolution, ça part, que j'illustre ici avec un schéma tiré d'un document de l'UICN sur cette question, la libre évolution des écosystèmes au sens large, et pas seulement des forêts. C'est illustré par les forêts alpines, où l'on a finalement des forêts dites pré-industrielles avec un certain nombre d'essences caractéristiques, un chêne pubescent, hêtre, épizéa, mélèze, des forêts qui souffrent actuellement du réchauffement climatique avec des espèces qui brunissent, hein, les hêtres, la chêne pubescent, et puis d'autres apparaissent. Et puis,
l'hypothèse qui est faite, c'est que si on laisse ces forêts évoluer de manière libre, eh bien, on devrait aller vers des systèmes naturels diversifiés avec de plus en plus de présence d'espèces adaptées au réchauffement, avec donc une transition vers un autre type forestier. Donc, c'est une vision finalement qui est très, très en, je dirais, aligné avec les travaux en écologie fondamentale ou même opérationnelle pratique avec de l'expérimentation qui montre que finalement la biodiversité au sens large, donc quel que soit le niveau que l'on regarde, hein, depuis la biodiversité génétique jusqu'à celle des écosystèmes, eh bien, est un gage de résilience. La résilience étant vue ici non seulement comme une forme de résistance par rapport à des aléas, mais aussi du fait de pouvoir conserver des capacités d'adaptation pour des aléas futurs. J'en profite à ce niveau pour évoquer le fait que l'adaptation, c'est pas une situation où on passe d'un état A à un état B, mais on se met en capacité d'être plus résilient et donc plus facilement adapté à de futures conditions, parce que malheureusement, le changement climatique qui va continuer, tout ne va pas s'arrêter en 2100, et donc au-delà de 2100, c'est un grand inconnu, mais il faut que les systèmes qu'on va essayer de faire évoluer, d'adapter, notamment les forêts, soient capables de posséder encore en leur sein des capacités d'adaptation à de nouvelles conditions qu'on n'est peut-être pas encore totalement capable à l'heure actuelle d'imaginer. Et donc l'idée, c'est que cette résilience, ben, c'est une propriété émergente de la biodiversité et qu'elle permet, cette biodiversité aussi, d'assurer la stabilité de la production de différents services écosystémiques ou, si vous préférez cette façon de l'exprimer, des bénéfices pour les populations humaines. Alors, il y a beaucoup de questions qui sont posées, qui sont adressées aussi par la recherche sur ces problématiques de libre évolution. C'est quelle est finalement la réelle vitesse d'adaptation? C'est vraisemblablement très différent d'un écosystème à un autre et d'une région à une autre. Quelle est la vulnérabilité de ces nouveaux écosystèmes par rapport aux aléas? On peut parler notamment dans le cadre des forêts des problématiques de vulnérabilité par rapport aux incendies. Voilà, donc c'est quelque chose qui est sur la table. Et puis quelque chose qui est peut-être plus difficile à appréhender, mais on sait que l'objet forestier est un objet qui est très fortement en interaction avec la représentation que s'en font les populations humaines. Et donc la question de la perception de ces systèmes laissés en libre évolution est posée pour les gestionnaires forestiers, pour les propriétaires forestiers, mais aussi pour l'ensemble des citoyens. Finalement, quelle naturalité, quelle concession est-on prêt à faire pour la naturalité ou vis-à-vis de la naturalité? C'est pas un sujet aussi simple qu'il y paraît et qui nécessite de s'y intéresser. Alors si on passe sur la balance intervention et adaptation, eh bien là, on a un panel d'actions. Alors, il y a beaucoup de présentations sur le sujet qui ont été faites par des experts. Je vais essayer de rassembler un certain nombre d'éléments, finalement, en 4 points, qui sont de renforcer ou d'améliorer le diagnostic de l'état et de la vulnérabilité des forêts au changement climatique, de travailler pour préserver le potentiel forestier, de se laisser la possibilité d'intervenir dans la sylviculture, et puis d'avoir un levier qui paraît parfois le seul levier, mais qui vraisemblablement n'est qu'un des leviers parmi les autres, qui est la diversification des gestions et des essences. Alors sur le diagnostic de l'état et de la vulnérabilité des forêts, je repris ce schéma d'Alexis Ducousseau, il s'agit effectivement de bien aller voir ce qui se passe en forêt. Beaucoup de gens le font, beaucoup de propriétaires et de gestionnaires le font, mais vraisemblablement il faut être encore plus présent dans les forêts pour bien étudier les stations forestières en termes de sol, d'exposition, de caractérisation de l'évolution du climat dans ces stations forestières et d'analyser en regard les peuplements forestiers en place, leur état sanitaire, leur composition, leurs caractéristiques dendrométriques. Parce que effectivement, le pilotage ou en tout cas l'accompagnement de la trajectoire des forêts nécessite beaucoup d'informations et de pouvoir se reposer sur des outils d'aide au diagnostic. Alors beaucoup existent. J'illustre ici par Bioclimsol, hein, proposé par le CNPF, mais effectivement, on a des outils qui permettent de croiser ces informations pour évaluer la vulnérabilité des peuplements en place, choisir les essences adaptées aux stations pour le futur, et puis de coupler ça avec des stratégies sylvicoles. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Il faut que les utilisateurs potentiels s'en emparent et il faut aussi avoir un retour d'expérience, un retour d'utilisation de ces différents outils. La préservation du potentiel forestier, ça passe avant tout par la préservation des sols. Les sols sont indispensables, des sols en bonne santé, sont indispensables pour l'alimentation en eau des peuplements, en nutriments, mais aussi pour l'ancrage des arbres. Et donc, il est impératif de ne pas les appauvrir, pardon, pour éviter les carences de nutriments. Donc, bien gérer les rémanents,
Les questions de coupe aussi, lorsqu'il y a de la pente, eh bien, éviter des coupes qui conduiraient à une augmentation de l'érosion et donc une perte de nutriments. Éviter aussi le tassement des sols, donc ça veut dire repenser dans certaines régions peut-être le cloisonnement des exploitations, d'intervenir plutôt par temps sec ou par période de gel, et puis un machinisme adapté avec des engins qui évitent de trop tasser le sol. C'est des problématiques qui ne sont pas nouvelles, mais dans un contexte de changement climatique et d'adaptation au changement climatique, elles sont de plus en plus importantes à avoir en tête. Les coupes forestières doivent veiller à préserver la stabilité des peuplements, donc ne pas éclaircir trop fortement pour ne pas effectivement fragiliser la forêt, par exemple, par rapport à des aléas de type tempête. Réduire le risque d'incendie, donc réduire la masse de combustible, et puis si l'incendie s'est produit, eh bien très rapidement intervenir pour restaurer post-incendie, mais on sait que ça coûte très cher, et puis que tout le monde n'est pas d'accord sur les pratiques à mettre en œuvre, mais en tout cas, ne pas laisser des sites incendiés sans intervention, en tout cas sans accompagnement. Maintenir la biodiversité, bon, ça c'est aussi dans cette notion de finalement d'assurance que constitue la biodiversité, donc la gestion des vieux et gros arbres, des arbres à cavité, la gestion du bois mort. Et puis bien sûr, vous le savez, la question de l'équilibre sylvocynégétique pour permettre le renouvellement de la forêt. Je pense que là-dedans, il n'y a rien de neuf pour vous, mais c'est vraiment, pour moi, le message à passer, c'est de dire qu'il faut vraiment avoir en tête toutes ces dimensions, y compris lorsqu'on parle d'adaptation, parce que toute modification des équilibres au sein de la forêt peut être une entrave à l'adaptation au changement climatique. En termes d'intervention dans la sylviculture, eh bien, j'ai parlé des crises sanitaires, donc il faut les anticiper si possible. Donc, il y a des outils qui permettent, avec de l'observation de terrain ou d'observation satellitaire, eh bien, d'identifier des foyers, par exemple, d'infestation par les scolytes. Ça permet d'intervenir plus vite. Ça permet de circonscrire, si possible, la dispersion de pathogènes ou de bioagresseurs. Être capable de faire un bon diagnostic, de récolter des arbres commercialisables et extraire les arbres malades, et de bien gérer ces arbres malades, pour ne pas en faire des foyers de réinfestation future, et puis bien sûr de s'assurer du renouvellement des peuplements en cas de crise sanitaire. Et puis en termes de dynamisation de la gestion, vraisemblablement, et ça reste à discuter, mais ça fait partie des stratégies possibles, abaisser l'âge d'exploitabilité des peuplements, éviter les peuplements trop capitalisés, parce qu'il y a une problématique potentiellement de compétition pour l'usage des ressources en eau, et puis finalement de vulnérabilité accrue à certains risques, hein, avec des problèmes de perte éventuelle de capital, et puis être capable de réaliser peut-être plus régulièrement des éclaircies sans déstabiliser le peuplement. J'en viens au quatrième levier, qui est la diversification des gestions et des essences. Donc toujours le même principe hein, sous-jacent, c'est que la diversité des essences et des sylvicultures, eh bien c'est un gage de meilleure résistance et de résilience aux aléas, y compris les aléas climatiques. Alors on peut parler de mélange d'essences, on peut aussi parler d'enrichissement et de transformation des peuplements avec finalement l'introduction d'essences ou de provenances plus adaptées. Alors, puisque je parle d'essence et de vulnérabilité, je rappelle ici une illustration produite par les travaux d'Hervé Cochard, hein, qu'on retrouve dans le document du CNPF que j'ai déjà mentionné, sur la vulnérabilité des essences à la cavitation, hein, que j'évoquais tout à l'heure. Ce sont des travaux qui ont été menés depuis assez longtemps par nos collègues et qui finalement expliquent pourquoi certaines essences sont plus ou moins vulnérables à la sécheresse, avec la répartition entre des essences très hygrophiles, il n'y a pas de surprise ici, les saules, les peupliers par exemple, des espèces mésophiles. Donc l'idée c'est que plus on va sur la flèche ici, plus on est euh, résistant, en tout cas tolérant à la cavitation. Et puis à l'extrême des espèces plus xérophiles, on va trouver chêne pubescent, le cèdre de l'Atlas par exemple, ou certains pins, ou le chêne vert. Donc dans le choix des essences, et on reverra ça, je pense, avec ce que Eric Payassa va nous présenter tout à l'heure, on va avoir effectivement ces informations qui nous permettent, déjà au niveau de l'essence, peut-être de faire des choix éclairés par rapport aux problématiques de manque d'eau à venir. On a aussi je dirais, des possibilités d'éviter les gestions uniformes sur de grandes surfaces ou de maintenir les mosaïques de milieu. Il me semble qu'il y a une diapo à sauter. Voilà, il y a une diapo à sauter. Excusez-moi, je reviens en arrière. Une autre problématique, donc, qui est de faire arriver finalement sur les placettes qui nous intéressent, sur les sites qui nous intéressent, des essences ou des provenances pour le futur. C'est ce qu'on appelle la problématique de la migration assistée. Donc, planter des provenances ou des essences plus adaptées aux futures conditions climatiques que celles qui sont en place. Alors, ça peut se décliner de différentes manières. Des flux de gènes assistés, c'est-à-dire qu'on va aller chercher en général dans les parties
les plus méridionales de l'aire de répartition des provenances pour les introduire sur le territoire national ou dans d'autres régions de France. Ça peut être pratiqué sur les chênes, par exemple, ou sur les hêtres. Ça peut être une migration assistée d'espèces, aller chercher dans certaines régions européennes des espèces plus adaptées aux futures conditions. Donc, on va regarder notamment dans le bassin méditerranéen. Et puis, ça peut être une translocation, une introduction d'espèces en provenance d'autres continents, illustrées ici par exemple, les liquides en barre en provenance d'Amérique centrale. Alors, la pratique, elle n'est pas nouvelle. Vous savez qu'il y a déjà des espèces qui ont été introduites. Il y a plus de 200 espèces candidates à ces pratiques. Alors l'approche, elle est très discutée. J'ai pas le temps de rentrer dans le détail, mais sans doute les questions y reviendront. Quels sont les impacts finalement de ces migrations, notamment en termes d'espèces nouvelles sur le microclimat forestier, le risque incendie, l'invasion biologique? N'y a-t-il pas, dans certaines conditions, un risque de maladaptation si on introduit trop tôt, par exemple, des essences ou des provenances adaptées à des climats plus chauds et qu'il y a des gels tardifs? Quel est le risque de perte? Ça a déjà été observé avec des provenances de pin dans le sud-ouest. Et puis, un consensus semble se dégager, là, enfin, je dis bien semble parce qu'il n'est pas total, sur le fait qu'une priorité doit être faite pour la migration assistée intraspécifique par flux de gènes assistés, et donc des projets en cours, illustrés ici par une photo prise par les collègues de l'ONF, des projets dans le cadre de l'ONF, notamment Giono, ou des projets européens interreg comme le projet MIC Forest. Donc je reviens sur le fait d'éviter la gestion uniforme sur de grandes surfaces et de maintenir les mosaïques de milieu, que j'illustre par un concept que vous connaissez sans doute, qui est le concept de la forêt mosaïque, hein, porté par nos collègues de l'Office, où l'idée est de travailler à l'échelle d'un massif forestier sur des forêts diversifiées dans toutes leurs composantes, de la génétique au microhabitat. Trois critères sur une diversité accrue d'essences, en priorisant les essences résilientes par rapport au changement climatique. Une hétérogénéité des structures et des peuplements sylvicoles avec de la futaie régulière, de la futaie irrégulière, des taillis sous-futaie, une alternance d'espaces boisés et de milieux ouverts favorables à la biodiversité, par exemple des zones humides ouvertes, des zones en régénération naturelle, et puis l'endroit où on va pouvoir tester des provenances ou des essences euh, autochtones, donc des îlots d'avenir pour ces essences, mais aussi des zones avec des îlots d'avenir pour des espèces introduites, exotiques, pour tester ces essences. Donc l'idée est toujours la même, hein, c'est faire coexister plusieurs sylvicultures, plusieurs types d'habitats, maximiser la biodiversité pour limiter les risques de crise généralisée. J'en viens à quelques mots de conclusion et une ouverture ou une présentation de perspective. Alors, je pense vous avoir convaincu, mais vous l'étiez déjà si vous participez à ce webinaire, qu'il y a de nombreuses menaces sur nos forêts, de nombreux impacts déjà observés. Et quand je dis nos forêts, c'est pas que les forêts, bien sûr, métropolitaines françaises, c'est sur l'ensemble des forêts du monde. Beaucoup d'incertitudes sur le futur. Bien sûr, on pense beaucoup au manque d'eau, mais on a vu que des excès d'eau pouvaient aussi avoir des impacts très très forts sur certains peuplements et avoir des impacts à long terme, qu'on va vers des effets cumulés d'événements climatiques extrêmes, mais aussi de différents aléas qui vont intervenir en succession. Alors c'était déjà le cas, mais vraisemblablement on va avoir une intensité et une dynamique de ces aléas cumulés plus élevée. La pression des bioagresseurs va vraisemblablement évoluer alors, en termes de nature de bioagresseurs, mais aussi d'intensité de ces bioagresseurs. Ce sont des problématiques ici pour faire un parallèle que l'on retrouve dans les mêmes termes pour la production agricole, qu'elle soit agricole annuelle ou agricole pérenne. Alors la question et la difficulté, c'est qu'il ne faut pas pour autant éviter de se projeter dans le futur. Donc il y a un bouquet d'options qui sont sur la table, de leviers à combiner. Mon message principal, c'est qu'a priori, il n'y a pas un levier unique. C'est pas la génétique qui va sauver la forêt uniquement. C'est pas uniquement la sylviculture. C'est vraiment, ou la libre évolution. C'est vraiment une combinaison et qui doit être une combinaison travaillée au cas par cas en fonction des sites, en fonction des capacités aussi des propriétaires ou des gestionnaires forestiers. Donc c'est vraiment un travail collectif qu'il faut avoir, observer, expérimenter et modéliser, parce que ça c'est le travail de la recherche beaucoup, mais il faut qu'on équipe les acteurs et les aide à la décision, et puis il faut qu'on mette en commun nos moyens, et je voudrais terminer cette présentation en illustrant ceci par le réseau mixte technologique à force, qui est donc un réseau qui a été lancé en 2009, qui est coordonné par l'IDF, mais qui regroupe 16 partenaires, soutenus par le ministère de l'Agriculture et France Bois Forêt. Donc c'est vraiment un réacteur hein, pour penser les stratégies et les outils d'aujourd'hui et de demain pour adapter les forêts au changement climatique. Je ne reviens pas sur les objectifs, hein, vous les retrouverez sur le site du réseau. Et simplement mentionner quelques produits phares de ce réseau depuis 2009, des guides pratiques, des synthèses de connaissances,
Et puis des outils d'aide à la décision. Donc je fais un peu de teasing pour la présentation d'Éric Payassa sur Climessence tout à l'heure. Et puis j'attire votre attention sur le colloque du réseau à Force qui se tient les 25 et 26 mars prochains à Orléans. Vous pouvez encore vous inscrire. Je pense que c'est intéressant pour ceux d'entre vous qui auront la possibilité de s'y rendre, aussi de pouvoir échanger avec les acteurs de la recherche et de la R&D forestière sur toutes ces problématiques. Voilà, j'ai été très vite, sans doute trop vite, mais je vous remercie pour votre attention et je suis à votre disposition pour des questions. Merci beaucoup Thierry pour cette présentation. On va maintenant prendre quelques questions. Il y a eu pas mal de réactions dans le J'imagine. chat. Déjà, pour prendre une question en rapport avec la fin de votre Oui. exposé, on a Gaëtan qui demande à quelle échelle spatiale chercher cette mosaïque, cette forêt Mm. mosaïque que vous évoquiez. Alors, je ne veux pas répondre pour les collègues de l'ONF qui pourront en parler mieux que moi, hein, mais je pense qu'on est à l'échelle de massifs forestiers de plusieurs centaines d'hectares. C'est pas des placettes de quelques centaines de mètres carrés, on est sur des échelles de plusieurs hectares par modalité, vraisemblablement. Mais là, je pense qu'il y a des collègues dans la salle qui seraient, enfin la salle virtuelle, qui seraient plus à même de préciser. Les exemples que j'ai pu voir de présentation par l'ONF traitent sur des massifs de 500 à 1000 hectares, je pense. Mais peut-être que des personnes pourront compléter mais dans le chat éventuellement ma réponse. D'accord, très bien. Bon, bah, on attend la suite du webinaire pour compléter cette question. On a une question de Olivier Zapia qui a été posée en tout début d'intervention. Oui. Euh, A-t-on une idée des impacts que cela a, une diminution de 5% de l'humidité des sols? Est-ce que c'est déjà étudié? Alors, je pourrais pas répondre. Alors, 5%, faut bien voir, c'est une moyenne hein, sur plusieurs années, sur l'ensemble du territoire national. Alors, c'est significatif, ça c'est ce qu'on peut dire. De dire quels sont les impacts, je pense que ça va être extrêmement différent selon le site où l'on se trouve. Alors, c'est un peu une réponse, j'allais dire, ça dépend. Ce qu'on dit souvent les écologues, moi je suis écologue de formation, quand on nous pose une question, est-ce que c'est grave, est-ce que c'est pas grave? C'est toujours ça dépend. Ça va dépendre de l'état du peuplement, ça va dépendre du type de sol que l'on a. On peut considérer que dans certaines situations où on est déjà en tension par rapport aux ressources en eau, cette baisse de 5%, elle est significative. Après, il faut bien voir que c'est une moyenne, et derrière ça, il y a parfois des baisses beaucoup plus importantes de 20%, 25%. Donc là, ne pas s'attacher aux 5%, c'est plutôt la tendance, la diminution générale où que l'on se trouve sur le territoire national qui doit nous alerter, plus que la valeur de 5% en elle-même. D'accord, merci beaucoup. Alors, c'est pas Guillaume, c'est Philippe Boucher Oui, l'info, non, j'ai vu, il s'est identifié. qui pose la question suivante. Donc, le climat futur ne va-t-il pas être bientôt, voire dès maintenant, orienté par les rétroactions climatiques Hmm. déjà à l'œuvre? Hmm. Alors, je pense savoir à quoi il est fait allusion. Enfin, en tout cas, il y a effectivement actuellement des observations qui montrent que comment dire, certains processus qui régulent le climat mondial sont en train de se modifier, et je pense notamment à la température de surface des eaux de l'océan ou à la circulation océanique profonde, qui laisse à penser que effectivement l'un des paradoxes du changement climatique pourrait être au moins localement, et ça peut concerner la France. Donc effectivement, la question est très pertinente. Un refroidissement ou un ralentissement de ce réchauffement, avoir un refroidissement lié à une modification des échanges thermiques entre l'océan et l'atmosphère, notamment, tout le monde a entendu parler du Gulf Stream. On sait que si le Gulf Stream n'existe, enfin, en tout cas, on pense que si le Gulf Stream n'existait pas, en tout cas avec son intensité actuelle, eh bien, on aurait sur la façade ouest de l'Europe les mêmes conditions climatiques que sur la façade est du continent nord-américain, c'est-à-dire qu'il ferait beaucoup plus froid, et que donc les conditions relativement favorables de la façade atlantique française notamment, eh bien, seraient beaucoup moins favorables. Et donc, effectivement, on n'est pas à l'abri de rétroactions qui conduisent à des conséquences un peu à l'opposé de ce que l'on décrit et ce que j'ai moi-même décrit dans ma présentation. Ça fait partie du domaine du possible. C'est effectivement maintenant un peu mieux intégré par les modèles climatiques. À ma connaissance, il n'y a pas de remise en cause quand même des projections à l'échéance de 2050, 2070, mais on n'est jamais à l'abri d'un point de basculement majeur qui ferait qu'on partirait complètement dans un monde différent. Je pense qu'on est dans le domaine de l'incertitude de la modélisation climatique. Pour l'instant, c'est quelque chose qui est surveillé de très très près par les océanographes, océanologues, pardon, et les climatologues. Pour l'avoir en tête, ceci étant, c'est pas, ça ne doit pas être un obstacle à l'action. Si on attend d'avoir une certitude, je pense qu'il sera trop tard. Voilà. Mais c'est vrai qu'il faut en tenir compte, en tout cas, il faut le savoir, et ça peut avoir des conséquences à terme. Voilà, faut se tenir vraiment au courant, et d'où la nécessité d'une veille scientifique sur toutes ces questions, qui est indispensable.
Super, merci beaucoup Thierry. On a une autre question de Philippe Boucher qui demande si la migration altitudinale naturelle est beaucoup plus rapide que la migration latitudinale naturelle. Il ne faut pas amalgamer les deux situations. Qu'en Oui, pensez-vous? oui, oui, bah, je suis d'accord. Enfin, alors après, c'est vrai que là, j'ai pas donné de chiffres sur la migration altitudinale, hein, donc la remontée en hauteur des espèces. Donc, effectivement, c'est plus rapide. Je dirais malheureusement, c'est un peu le contre-pied, c'est que l'altitude elle est finie puisqu'à un moment donné il n'y a plus d'altitude puisqu'on est arrivé au maximum d'altitude possible. Donc effectivement ça va plus vite. Faut pas mélanger les deux. Moi j'ai bien parlé de migration latitudinale. Je l'ai peut-être été trop vite parce que j'étais un peu contraint par le temps. Les chiffres que j'ai donnés c'est vraiment sur le latitudinal. Donc effectivement ça va plus vite. Évitons les amalgames. Par contre ne comptons pas trop sur la migration altitudinale parce qu'elle va trouver aussi ses limites. Super, merci beaucoup. On va prendre une question de Kajiro qui demande où en est-on sur le risque incendie et libre évolution? Alors, je pourrais pas répondre de manière, je suis pas spécialiste dans la question. Voilà. Donc, ce que j'ai pu en lire, mais certaines personnes pourront compléter là encore, hein, les spécialistes peuvent compléter, c'est que effectivement, il y a un débat sur le fait que de laisser une forêt en libre évolution augmente la quantité de combustible disponible pour un incendie, et c'est présenté comme finalement un frein, voire comment dire, une une impossibilité, en tout cas un conseil très fort pour ne pas laisser les forêts en libre évolution dans certaines régions, parce qu'on va augmenter le risque incendie, car plus de combustible sera présent. Ce qui est opposé à ça par les tenants de la libre évolution, c'est que ce combustible est certes en biomasse plus importante, mais que les conditions microclimatiques sont beaucoup plus humides dans ces espaces, et que donc l'inflammabilité du combustible serait plus faible. C'est un débat de spécialistes, j'irai pas plus loin, mais en tout cas, là encore, c'est quelque chose qui mérite d'être regardé de manière, j'allais dire, approfondie, en expérimentation, en modélisation. Et je pense que effectivement, on ne peut pas rester sur des positions qui sont je dirais, de la conviction qui n'est pas étayée d'un côté comme de l'autre. Donc, c'est des choses qui doivent être regardées de manière très, très précise. Très bien, merci beaucoup. On a une question d'Olivier Renaud qui dit vous n'avez pas parlé de la question de l'augmentation du bois énergie qui pose de nouveaux Oui. problèmes pour les émissions de CO2 et la réduction du puits de carbone, me semble-t-il. Cette nouvelle vocation des forêts ne pèse-t-elle pas encore plus sur l'adaptation de nos forêts au changement climatique? Tout à fait. Alors, on m'avait dit surtout, tu ne parles pas d'atténuation et voilà, mais on peut en parler. Donc, effectivement, vous savez tous qu'il y a beaucoup de débats à l'heure actuelle, notamment dans le cadre de la stratégie nationale bas carbone, sur le développement des énergies renouvelables et notamment des énergies basées sur la biomasse. Bon, c'est quelque chose qui agite beaucoup le monde agricole, mais aussi le monde forestier. Donc, effectivement, le fait de vouloir sortir de plus en plus de biomasse des forêts pour alimenter des projets de chaleur durable, ça pose des questions sur la gestion forestière en tant que telle. Ça pose des questions d'impact, et je l'ai mis un tout petit peu quand j'ai dit la baisse du puits forestier de 50%, c'est à la fois le ralentissement de la croissance, l'augmentation de la mortalité, la hausse des prélèvements. Donc, il y a un impact potentiel sur le puits de carbone. Après, sur le lien entre cette augmentation des prélèvements et l'adaptation des forêts, je dirais que là, c'est quelque chose qui est, à ma connaissance, assez peu abordé. Il y a des débats actuellement dans le monde agricole sur justement adaptation versus atténuation et quels sont les antagonismes possibles. Sur la partie forestière, je suis peut-être moins à jour, je ne l'ai pas vu beaucoup évoqué, mais en tout cas, il est clair que euh, comme je l'ai dit à un moment donné, on ne doit pas privilégier adaptation ou atténuation, il faut avancer sur les deux. Donc, une adaptation qui ferait fi des problématiques d'atténuation serait totalement contre-productive et serait une piste vers la maladaptation. Donc, c'est quelque chose à regarder là encore au cas par cas. Peut-être que d'utiliser en priorité des essences menacées comme ressources, que ce soit pour de l'énergie ou pour d'autres usages, pour permettre le renouvellement et le remplacement par d'autres essences, ça pourrait être un levier qui soit favorable pour l'adaptation et l'atténuation, ça mérite quand même d'être réfléchi et de se méfier des idées un peu trop, je dirais, schématiques. Super, merci beaucoup. Donc, c'est vrai que c'est un cycle de webinaire sur l'adaptation, mais comme vous l'avez justement répété, on ne peut pas avancer sur les questions d'adaptation sans l'atténuation.
Alors, je vais prendre deux dernières questions avant de passer à la séquence suivante. Donc, on a une question de Sarah qui demande quelles sont les questions que pose la migration assistée des essences forestières sur l'évolution du risque incendie. Des phénomènes de ce type ont-ils déjà été observés? Alors, de ce que j'ai pu voir et pu entendre de nos collègues qui travaillent sur ces questions, c'est clair que certes, alors, déjà observé, oui, c'est-à-dire, alors pas pour la migration génétique, à ma connaissance, hein, enfin, aller chercher une provenance. A priori, l'effet sur la flammabilité, ça mériterait d'être analysé, mais c'est pas d'ordre 1. Par contre, d'introduire des espèces facilement inflammables, alors on peut penser aux eucalyptus, par exemple, hein, c'est peut-être une fausse bonne idée d'introduire des eucalyptus dans certains territoires soumis au risque incendie parce que ça brûle très très bien. Donc c'est ces questions-là qui sont souvent avancées. Donc ça c'est un premier élément de réponse. Donc oui, ça a déjà été observé, pas seulement en France, et surtout c'est cette question d'introduire des espèces qui peut-être elles-mêmes seraient résilientes aux incendies parce que issues de régions où les incendies naturels existent, mais qui seraient finalement des faciliterait entre guillemets le départ d'incendies futurs. Donc c'est plutôt l'augmentation de la vulnérabilité globalement aux incendies dont il faut se méfier. Même si les espèces en question peuvent être à terme plus résilientes aux incendies, ça ne permet pas de protéger l'ensemble de la biodiversité associée au système forestier. Donc c'est plutôt cet angle-là que je pense on devrait regarder en priorité. Même si l'espèce est résiliente, c'est pas l'ensemble de la forêt qui sera et des biodiversités associées qui sera résiliente. Super, merci beaucoup. Je prends une dernière question. Il y a beaucoup de questions dans le chat, donc vous pourrez bien sûr y répondre par écrit pendant les autres interventions. Donc, une question de Mathias Nager qui demande, qui explique face à ce constat de tension croissante sur la ressource forestière, quelle est votre vision sur l'augmentation de la demande en bois et que pensez-vous de l'alternative vers d'autres gisements de bois non forestiers, déchets verts, taille des haies, etc. Alors, grosse question là encore. Alors, en prenant la deuxième partie de l'intervention de la question, sur que, effectivement, sur ce qui est déchets verts, ce qui va être aussi coproduit, donc il y a effectivement des filières de valorisation qui existent. Je pense qu'on là, on a un problème de concentration des biomasses et de modèles économiques. Les procédés de transformation, de valorisation existent. Alors ça peut être de la méthanisation. Si ce sont des déchets bois, ça peut être aussi de la pyrogazéification qui peut produire donc du gaz naturel, enfin du gaz, mais aussi produire avoir un coproduit intéressant pour l'atténuation qui est le biochar, hein, qu'on peut après mettre notamment sur les terres cultivées. Donc c'est quelque chose qui est à favoriser, mais avec un modèle économique qui pour moi reste à trouver. Hors subvention, ça ne semble pas très rentable. Et j'ai oublié le début de la question, excusez-moi, je suis un peu déconcentré. Alors, attendez, c'était Ah ouais, quel est je votre... l'ai là dans le chat. Ouais. Ouais. L'augmentation de la demande en bois. Bah, c'était la question, c'était ça en fait, c'était la deuxième partie, c'était la question en tant que telle. Donc je pense que effectivement l'augmentation, j'ai un peu répondu sur l'augmentation de la demande en bois. Je pense que le premier usage du bois qu'on sort de la forêt, ça doit pas être un usage d'énergie, si je dois le dire comme ça. Enfin, on parle beaucoup de merit order, d'ordre de mérite de la biomasse à l'heure actuelle. Moi, je rappellerais que la meilleure valorisation, et y compris pour l'atténuation du bois, c'est avant tout l'inclure dans des usages durables, donc de la construction, des produits bois, et la valorisation énergétique ne doit être que finale, donc sur des déchets bois, soit des coproduits de la transformation, première, deuxième transformation, soit des produits bois en fin de vie, mais que de commencer par exploiter le bois pour faire du bois à énergie, c'est vraisemblablement une fausse bonne idée. Je m'exprime un peu fortement là-dessus, mais voilà, c'est quelque chose auquel je crois. Très bien, bah, ça va faire débat dans, dans le chat. Je vous laisse répondre peut-être Oui, aux quelques questions si vous d'accord, souhaitez. d'accord. Dans tous les cas, on prendra les questions et on les enverra à Monsieur Caquet si elles n'ont pas été répondues.